je suis Jeanne Fanhaf et pendant tout le mois de mai, ma romance Réconciliation est en promotion. C'est un coup de foudre entre communautés rivales. Mes protagonistes Enzo et Sabrina appartiennent à des ethnies différentes, à des cultures différentes, à des religions différentes, à des bords politiques différents, à des classes sociales différentes, même la personnalité est totalement différente. Tout les oppose, mais ils sont extrêmement complémentaires. Le problème de cette situation-là, c'est que Sabrina coche toutes les cases de la bru non idéale pour la famille ultra-conservatrice de mon héros. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et parce que Réconciliation est en promotion, je vais parler de l'univers dans lequel il s'intègre. Réconciliation est le deuxième tome de Sentinelle du Kalahari. Voici le premier tome qui est Renaissance. Et Renaissance, c'est un Enemies to Friends to Lovers. Queen, le héros, est un des amis les plus proches de Sabrina, mon héroïne de Réconciliation. Et c'est une histoire de préjugés parce que quand on débarque, Lucky et Queen vont travailler ensemble sur un chantier d'une nouvelle ville au milieu de nulle part. Et pour mon héroïne, quand elle voit débarquer Queen, elle le prend pour un mercenaire. Et quand on vient d'un pays en guerre, le mercenaire, ça n'est pas partie des personnes qui sont sexy. Non, genre physiquement, Queen peut être séduisant, mais rien que par le métier, ce n'est pas sexy. Mais le truc, c'est que Queen n'a jamais été mercenaire de sa vie. Donc, la dynamique entre Lucky et Queen est totalement influencée par les préjugés de Lucky. Donc, elle est convaincue qu'il est mercenaire, donc elle a décidé qu'elle ne l'aime pas. Elle ne le connaît pas, ne l'a jamais vu, ne connaît même pas son nom, ne connaît pas son histoire, mais elle a décidé qu'elle ne l'aime pas. Donc, leur histoire, c'est ils vont devoir apprendre à se connaître parce qu'ils vont travailler et vivre pendant 18 mois au milieu de nulle part, en un huis clos avec la compagnie qui est en train de participer à la construction de cette ville. Donc, elle ne peut pas y échapper. Elle ne va pas y échapper. Et tout ceci se passe en Afrique australe. L'Afrique australe est un pays que j'ai créé de toutes pièces, une enclave entre l'Afrique du Sud et le Botswana. Et je l'ai créé de toutes pièces. C'est un pays de la taille de la Bretagne, avec 4 millions d'habitants. Et je l'ai créé parce que j'ai écrit une romance qui était supposée être un one-shot. Promesse du bout du monde. Ça se passe à Paris. Et j'avais juste besoin d'un historique. Parce que dans Promesse du bout du monde, Abby, mon héroïne, est une étudiante qui va bientôt terminer ses études. Et à la préfecture, on lui dit qu'à la fin, on ne va pas renouveler son titre de séjour. Et parce qu'il y a les accords de paix en Afrique australe, elle va devoir rentrer chez elle. Mais elle ne veut pas rentrer chez elle parce qu'elle est traumatisée. Donc, la seule solution qu'on trouve, c'est qu'elle épouse un Français. Et le Français, c'est Chandra, le journaliste, le reporter qui a sauvé sa vie 10 ans plus tôt. Et je voulais raconter une histoire de mariage blanc, de mariage arrangé. J'avais besoin d'une héroïne qui venait d'un pays touché par une guerre civile. Et je ne voulais pas que ce soit en Angola parce que dans les faits, au moment où la guerre commence pour Promesse du bout du monde, la guerre en Angola s'était terminée depuis un moment. Donc, dans les faits, la guerre en Afrique australe commence en 2008 et en Angola, en 2002, on était en paix. Donc, ce n'était pas en Angola, ça ne pouvait pas être en Angola. Et j'étais très inspirée par les conflits post-électoraux au Kenya qui se sont passés fin 2007-2008. Donc, j'ai situé le début de la guerre vers 2008. Comme ça, 10 ans plus tard, 2018, Abby et Chandra se mariaient parce que j'ai écrit ce roman en 2017. Et j'avais donc cette idée en tête. Et au départ, je pensais même que j'allais utiliser le Kenya
comme nationalité pour mon héroïne. Sauf que en parlant avec mes frères, et mon grand frère est diplomate, donc la première chose qu'ils m'ont dit, c'est non. Non, ne touche pas au Kenya, du genre, non, ne fais pas ça. Et donc, j'ai décidé de créer un pays de toutes pièces et je ne pensais pas l'utiliser. En vrai, je ne pensais pas que j'allais m'en servir au-delà des informations dont j'avais besoin pour l'histoire que je voulais raconter. Parce que 98% de Promesses du bout du monde se passe à Paris. Donc, j'avais juste besoin d'un contexte historique, d'un contexte géographique. J'avais besoin d'ancrer le refus de rentrer de mon héroïne à quelque chose qui était tangible. Donc, j'ai créé un pays de pièces, mais je ne comptais pas l'utiliser. Sauf que, au moment où j'ai commencé à écrire Promesses du bout du monde, je me suis dit, je vais écrire dans le prologue ou une première partie, surtout le prologue, je vais écrire le moment où Abby rencontre Chantra pour la première fois. Et Abby est une collégienne, Chantra est un journaliste tout fraîchement diplômé. Donc j'avais envie de montrer ce côté où Abby est là, oh mon Dieu, cet homme est tellement beau, etc. Mais d'un côté très gamin, etc. Et de montrer l'évolution au moment de leur mariage. Du genre Chantra, il ne voit pas Abby comme une femme adulte et Abby voit toujours Chantra sous le prisme de cet homme de qui elle a un crush depuis 10 ans. Quoi. Et donc je voulais raconter cette rencontre-là pour avoir une base. Au moment où j'étais en train d'écrire la romance, je voulais avoir moi-même le souvenir de cette rencontre-là. Sauf que moi, quand je commence un truc, je vais écrire une scène, je commence longtemps en avance. J'ai commencé à écrire ce prologue, mais longtemps au moment où Chantra rentre en Afrique australe pour couvrir les tensions qui ne sont, c'est pas encore la guerre civile, c'est juste des tensions sociales. On est en train de dire c'est comme la Grèce en 2008. Donc je montre Chantra qui débarque, je montre Chantra qui est très enthousiaste parce que c'est sa première vraie mission, c'est son premier job, c'est la première fois il est fraîchement diplômé, donc il est très enthousiaste, très excité, tout est nouveau pour lui, etc. Donc je me laisse entraîner dans cette histoire-là, je me laisse entraîner dans le côté où Chantra, c'est un jeune, il est idéaliste, c'est un jeune journaliste, etc. Et j'écris, et la rencontre avec Abby n'arrive pas tout de suite. Et donc j'écris, et pendant que j'écris de ce côté-là, j'écris l'histoire d'Abby et de Lucky, parce que Abby est la meilleure amie de Lucky de Renaissance. Donc je me lance, et quand je me rends compte, j'ai au moins 10 000 mots de ce prologue. J'ai 10 000 mots, donc c'est plus un prologue, n'est-ce pas, c'est une première partie. Et je me dis, je vais continuer d'écrire. Et je me suis dit que j'allais continuer d'écrire jusqu'au moment fatidique où la guerre éclate, la guerre civile éclate, et où Abby et Lucky, où Chantra récupère Abby et Lucky pour les emmener à Paris dans sa propre famille. Je vais jusqu'au bout. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec si j'allais un jour publier cette histoire-là, mais ça me faisait moi les souvenirs. Ça veut dire que quand je serais en train de me lancer dans l'écriture de la romance, dans l'écriture même de Promesses du bout du monde, j'aurais moi-même les souvenirs. Donc quand il y a des flashbacks pour Abby ou pour Chantra, je n'ai pas besoin d'imaginer une scène, etc. parce que les scènes existent déjà. Et quand il s'agit d'écriture, quand il s'agit d'écriture de flashback, il y a un truc que je n'aime pas, c'est quand on copie-colle les passages tels quels. Bon, copie-colle et tel quel, c'est kiff pareil. Mais je n'aime pas ce côté où on prend le passage sans le modifier et on le remet là où on veut, parce que c'est pas comme ça que fonctionnent les souvenirs. Donc on ne se souvient pas des mots exacts, on ne se souvient pas du contexte exact.
Du genre, on a une idée du truc, mais il y a des mots qui reviennent. Donc, je me suis inspirée de ces souvenirs-là pour écrire des flashbacks. Donc, et ça m'avait l'air beaucoup plus fort que ce soit de vrais souvenirs au moment d'écrire, plutôt que juste de créer des histoires, des scènes pour coller à pour coller à l'histoire, à la romance, quoi. Donc, je me suis servi de ce prologue devenu un tome 0 et je me suis lancée dans Promesse du bout du monde. Mais quand je me suis décidé que j'allais publier Promesse du bout du monde, je me suis dit, ah mais c'est dommage, qu'est-ce que je vais faire de ces 10 000 mots? Et à la fin, c'est pas que 10 000 mots, parce que j'ai décidé d'ajouter des scènes, j'ai décidé d'ajouter des personnages, j'ai décidé d'ajouter Queen, j'ai décidé d'ajouter Sabrina, j'ai ajouté la sœur de Sabrina, Indira. Donc, ce sont 7 personnages qui se retrouvent dans Il était une fois le Kalahari, parce qu'ils étaient tous, sauf Queen, ils étaient tous présents au moment où la guerre a éclaté. Queen était déjà aux États-Unis parce qu'il s'était engagé dans les Marines, mais la guerre a eu un impact direct dans sa vie. Et ce sont des impacts qu'il traîne jusqu'à Renaissance. Donc, je me suis dit, je vais me servir de ce petit prologue que j'avais écrit, qui est devenu une première partie. Je vais ajouter des personnages pour les futurs protagonistes, pour donner une vue à 360 degrés des dernières semaines avant le début de la guerre civile. Donc, on a la vision de Chandra, qui est un jeune journaliste qui est en train d'enquêter, qui est en train de voir les sabotages, de voir la vérité au plus près. On est en train de voir Abby et Ella, qui sont des collégiennes, qui sont en train de subir parce que leurs parents appartiennent au gouvernement. Donc, elles subissent la pression sur le gouvernement. Et elles doivent déménager, elles doivent quitter leur quartier, leur école, vivre dans une forteresse parce qu'ils sont en danger. On a le côté de Indira, la grande sœur de Sabrina, qui a 18 ans, jeune étudiante. Elle est dans la rue, elle veut participer au changement, à la révolution, etc. Alors que Sabrina, elle observe tout du haut du mur, littéralement. Elle s'installe sur le mur de chez ses parents, elle observe la rue, où elle observe le mouvement, etc., sans jamais vraiment vouloir se mouiller. Donc, on a ces personnages qui subissent les tensions, sociales, les manifestations, et qui vont subir le début de la guerre et la façon dont ça va leur exploser à la figure, littéralement. C'est la raison pour laquelle il y aura les romances plus tard. Parce que toute leur vie ont été bouleversées à ce moment très précis, à ce moment très exact. Et les blessures qu'ils entraînent dans leurs histoires, dans leurs romances, viennent de ces moments-là. Sauf Enzo, parce que Enzo n'a pas été touché ni directement ni indirectement. Donc Enzo ne fait pas partie de Il était une fois le Kalahari. La couverture a changé. Il ne fait pas partie, mais pour tous les autres, ils étaient là. Et j'avais donc Promesse du bout du monde. J'avais écrit Promesse du bout du monde. Il était une fois le Kalahari et je ne pensais rien faire d'autre. Sauf que Promesse du bout du monde a été écrit en 2017. En 2018, j'ai voulu écrire une histoire avec une héroïne qui ne flanchait pas devant le héros alpha. J'avais vraiment envie d'une héroïne badass, mais qui acceptait quand elle était dans le tort, elle acceptait ce qu'on lui demandait quand elle savait que les autres avaient raison. Donc j'avais besoin d'une héroïne badass, mais qui acceptait ses failles. Et en même temps, j'avais besoin d'un héros
alpha qui ne flanchait pas juste parce que mon héroïne battait des cils. Et donc, je ne voulais pas créer un nouveau personnage, une nouvelle héroïne. Alors, j'ai regardé les héroïnes, les amies, les sœurs, les cousines, les voisines, des personnages que j'avais déjà. Et dans Promesse du bout du monde, j'avais la meilleure amie d'Abby, là, qui avait cette personnalité-là. Elle était déjà... Elle disait tout ce qu'elle pense. Elle faisait tout ce qu'elle disait. Du genre, elle était vraiment déjà badass, elle était déjà impulsive dans son truc, elle était déjà une agitée. Et je me dis, bon, bah, je vais la récupérer et je vais écrire son histoire. Du coup, quand je me suis lancée dans Renaissance, c'était juste un spin-off. C'était juste supposé être un one-shot et on n'en parlait plus. On n'en parlait plus. Donc, du coup, d'ailleurs, Renaissance, au départ, ça s'appelait pas Renaissance, ça s'appelait Mission du bout du monde, parce que je voulais juste un spin-off et on n'en parle plus. Sauf qu'au moment où on commence Renaissance, dans la deuxième page du premier chapitre, Quinn débarque avec des amis et dès qu'il débarque avec des hommes, avec ces hommes, je me suis dit, oh mince, c'est une série. Donc c'était vraiment une pensée automatique. J'étais encore en plein premier jet. Je venais tout juste de commencer le roman et je savais déjà que c'était une série. Mais c'était pas prévu que ce soit une série. Et au départ, quand je me suis dit, bon, bah, ça sera une série, il n'y avait que des hommes. Et je ne m'arrête jamais de lire. Même quand j'écris, je lis, ça ne me pose pas de soucis. Et j'avais enchaîné des lectures des romances alpha, mais j'avais remarqué qu'il manquait de femmes. Il y avait énormément de testostérone dans cette affaire-là. J'avais besoin de femmes, non pas uniquement de love interest, mais j'avais besoin d'une femme alpha qui ne soit pas une caricature. Parce que normalement, quand on voit une héroïne alpha ou des femmes alpha autour des héros alpha, elles sont toutes des garçons manqués. Est-ce que le terme est toujours d'actualité? Je ne sais pas. Elles sont toutes vulgaires. Elles sont toutes crades un peu, du genre ça pète, ça pète, ça rote, ça dit des gros mots, ça agit comme un homme. Du genre, et ça agit comme des caricatures d'hommes. Et je n'avais pas envie, et j'avais marre de cette image-là. Je n'avais pas envie que pour avoir une héroïne alpha, j'avais besoin de faire un homme, mais avec un vagin. Je ne voulais pas de ça. Et donc, au milieu de l'écriture de Renaissance, débarque Sabrina. Sabrina n'était pas prévue. Mais elle débarque au milieu du truc, elle prend... Et le truc, c'est qu'elle prend une telle présence. Elle arrive à la moitié, mais elle prend une telle présence. Elle est tellement waouh. Du genre, quand elle débarque, elle est tellement waouh. Elle est tellement charismatique, elle est tellement drôle, en plus jolie. Du genre, c'est un caméléon. D'un côté, elle est un des hommes, du genre là, qui se plaisante toujours. Elle est toujours, oui, les hommes dont Sabrina. Et elle fait partie des hommes, mais c'est une femme. Du genre, elle peut aller camper, elle peut plonger dans la boue, du genre, elle est dans la rue, du genre, elle s'en fout totalement. Mais à un moment où elle a des bombes, il y a des moments où elle veut être glamour. Donc, elle va être glamour. Elle est extrêmement belle. Et c'est son physique qui lui a donné la carrière dans l'armée britannique qu'elle a. Donc, elle est... En même temps qu'elle peut avoir son pantalon cargo, elle est armée en bottes rangers, etc. Elle peut être extrêmement bien apprêtée en robe, talons, maquillage, brushing, etc. Donc, elle est un caméléon. Du genre, c'est une espionne. Elle est un caméléon, elle peut s'adapter à tout. Donc, elle est un des hommes, mais c'est quand même une femme. Et c'était important pour moi. Et une des batailles de Sabrina, c'est que il manque de femmes. Donc, j'ai passé le flambeau à Sabrina et tout le long pendant
à Renaissance, elles demandent toujours est-ce qu'on va avoir des femmes qui vont se joindre à moi parce que je ne veux pas être la seule femme, il faut plus de femmes, etc. Dans Réconciliation, ils sont en train de créer leur propre société de sécurité. Elle veut des femmes, elle pleure pour des femmes. Donc petit à petit, les femmes arrivent, très petit à petit, très lentement, mais les femmes arrivent et j'avais besoin. Maintenant que j'avais Sabrina, qui n'était pas la caricature des femmes alpha qu'on pouvait avoir, au fur et à mesure qu'on aura, comme si on était plusieurs, qu'on aura plus de femmes dans leur entourage, il y aura différentes versions de femmes alpha. Il y aura des femmes alpha plus viriles, il y aura des femmes alpha plus coquettes, il y aura des femmes alpha lambda, etc. Mais je pourrais diversifier le type de femme alpha. Mais c'était important pour moi que mon héroïne, du moins la première, ne soit pas une caricature, ne soit pas la version féminine d'une caricature masculine déjà. Et c'était supposé n'être que cette série-là. Du genre, au moment, quand j'aurais terminé d'écrire les histoires de ces 6 années, de ces 6 sentinelles, j'ai déjà tourné des épisodes à ce sujet pour parler des 6 sentinelles. J'étais en train de dire, ouais, c'est bon, ça va. Sauf que j'ai un cerveau hyperactif et j'ai toujours de nouvelles idées qui me disent, ah, mais où est-ce que je pourrais placer ce type d'idée? Et le fait que j'ai créé un pays tout entier est très pratique parce que je peux le moduler à ma manière. Il y a certaines situations qui ne peuvent pas arriver dans certains pays parce que c'est un peu plus rigide, parce qu'il y a des lois, il y a certaines lois, parce qu'il y a certaines exigences, etc. Alors que quand il s'agit d'un pays qu'on a nous-mêmes créé, les lois, on les fait, les mœurs, on les crée, des genres, on peut tout contourner. Si la corruption, oups, on peut s'en occuper, on peut tout changer, on peut tout façonner. J'ai créé un pays pour façonner sa géopolitique. Donc les mœurs, les lois, les exigences, les critères, les régulations, etc. Je peux les plier pour qu'elles servent mais les histoires que je veux raconter. Donc, au départ, je n'avais que Promesse du bout du monde. Après, j'ai fait un spin-off et j'avais Renaissance. Et après, avec Renaissance, m'est venue avec une série. Donc, en ce moment, il y a 4 livres disponibles. Donc, il était une fois Le Kalahari, Promesse du bout du monde, Renaissance, Réconciliation. Ils sont tous disponibles en papier numérique. Papier sur Amazon, numérique sur toutes les plateformes, en abonnement Kindle, sur Kobo Plus et Nextory. Et c'est un projet qui est en cours. J'ai déjà écrit les 2 prochains. Je suis en train d'écrire le 7e livre. Que je montre cette affaire-là. En ce moment, au moment où je suis en train de tourner cet épisode de podcast, je suis à 50 000 mots. 50 000 mots, 199 pages, les gens. Donc, je pense... En tout, je serai dans les 10 livres. Avec une marge d'erreur de 2 ou 3. J'aurai les 10 livres parce que j'ai les sentinelles qui feront 2 séries, ça fera 6 tomes en 2 séries. Et il y aura 2 ou 3 spin-offs parce qu'il y a des histoires que je veux beaucoup raconter mais qui n'ont pas besoin d'être rattachées à l'univers que je crée, mais qui peuvent très bien s'intégrer là-dedans. Donc tous les spin-offs
tous les romans que j'écrirai dans cet univers-là auront un lien avec les sentinelles. Les gens tout part d'eux, c'est leur faute. Donc, avec les sentinelles, ces 2 séries, mais on va la compter comme une seule, il n'y a pas d'autres séries. Je n'ai pas prévu d'autres séries. Il y a des one-shots, des spin-offs, des histoires que je veux raconter et qui s'intègrent très bien à ce contexte-là. Et j'ai pioché dans les proches de mes personnages pour avoir un lien. Donc j'ai une liste. Les prochains sont Il était une fois le Kalahari, Promesse du bout du monde, Renaissance, Réconciliation. Après Réconciliation, le prochain c'est Deuxième chance, qui est un spin-off one-shot avec la sœur de Sabrina qu'on voit dans Il était une fois le Kalahari. Ensuite, il y a Résilience, le 3e tome de Sentinelle. Il y a Comme dans une romance que je suis en train d'écrire maintenant. Après, Comme dans une romance, il y a un spin-off one-shot qui est La milliardaire et le garde du corps, et le héros est le cousin de Queen. Et l'héroïne est une proche de mon héros de Comme dans une romance. Et à partir de La milliardaire et du garde du corps, je ne sais pas encore l'ordre des autres. Parce qu'il me manque encore, comme à la télé et à Rédemption, les 2 derniers sentinelles qui bouclent les 6 originaux. Et je ne sais pas l'ordre. J'avais une idée, mais j'aimerais boucler les sentinelles pour que ça ne traîne pas trop. Mais est-ce que ça sera cohérent avec la chronologie? Parce que j'écris dans cet ordre-là parce que c'est une question de chronologie. Si je n'écris pas les séries dans l'ordre, c'est parce qu'il y a des situations qui se déroulent avant les autres, quoi. Donc, par exemple, comme dans une romance, c'est un arc narratif à part. C'était une sentinelle, mais c'est un arc narratif à part dans une small town, etc. Et j'avais besoin de l'écrire à ce moment-là parce que dans la chronologie, mon héroïne a 25 ans et je ne pouvais pas attendre davantage parce que mon héroïne a grandi dans un orphelinat. Donc le temps que je termine les sentinelles, les 4, qui sont Renaissance, Réconciliation, Résilience et Rédemption, elle aurait 30 ans et je pense que c'est quand même les gens, je ne vais pas me laisser mon héroïne morfondre 30 ans dans un orphelinat, quoi, les gens. C'est vraiment une question de calcul, c'est vraiment une question de chronologie, et ce qui est le plus réaliste, le plus cohérent, le plus logique. Laisse voir, Comme à la télé, qui est aussi un des sentinelles et qui répond directement à Comme dans une romance. Là, je ne sais pas. J'étais en train de me dire que j'allais écrire Rédemption avant Comme à la télé, mais je suis en train de me demander si est-ce que je vais l'écrire en même temps? Est-ce que je vais l'écrire en même temps que La milliardaire et le garde du corps? Et quand je dis en même temps, c'est chronologiquement parlant. Je ne sais pas, parce que dans Comme à la télé, mon héroïne débarque avec son équipe de tournage parce que c'est une star de la télé-réalité. Ça a posé des problèmes et je ne sais pas si elle peut débarquer tout de suite après Comme dans une romance, si elle doit débarquer pendant... Je ne sais pas, les gens. Je ne sais pas. Comme je ne planifie pas, j'ai des scènes. La façon dont je construis mes romances, c'est que j'ai mes scènes, je sais où je veux aller, mais je ne sais pas ce qui se passe au milieu. J'ai mes scènes clés, mais entre chaque scène clé, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je ne peux pas écrire dans le désordre.
Sinon, je me retrouverai à Marseille alors que logiquement, je devrais être à Bordeaux. En même temps, mon sens de la désorientation, il est terrible. Mais c'est vraiment une histoire de qu'est-ce qui est le plus cohérent, qu'est-ce qui est le plus logique. Et donc, c'est pour ça que je veux avoir plusieurs romans à l'avance. C'est pour ça que, par exemple, j'ai Deuxième Chance et Résilience qui sont en repos. Et pendant que je termine comme dans une romance, comme ça, si j'ai 2, 3 romans en avance, je peux mieux réfléchir, je peux ne pas céder à la pression du genre, c'est le prochain que je dois c'est le prochain roman que je dois publier, donc il faut que je m'empresse, il faut que ce soit celui-là. Non, du genre, vu que j'ai 2 romans d'avance, 2 et demi, vu que j'ai 2 et demi romans d'avance, ça me donne le temps de réfléchir à ce que je veux, à ce qui est le plus cohérent, même si je veux aller plus vite, mais voilà. Donc après, comme dans une romance, j'ai plus qu'à écrire euh, La milliardaire et le garde du corps, comme à la télé, Rédemption. 3 pour boucler le cycle, et j'aurai 1 ou 2 spin-offs en plus. Mais à voir. J'ai l'impression que cet épisode a été un peu confus. Je, je pense que je ferai un autre épisode pour parler de ce multivers de façon un peu plus cohérente, j'espère. Et j'espère aussi que j'aurai une liste un peu plus définitive la prochaine fois que je tournerai d'épisode. Mais voilà comment fonctionne mon cerveau. Tant que je n'y suis pas, je ne sais pas. Donc, on va voir comment je m'en sors. Et voilà quoi. Donc, en attendant les gens, Réconciliation est en promotion tout le mois de mai.